Chapitre 13. Alors les Anglais demandèrent aux Espagnols s'ils avaient l'intention de prendre quelqu'une de ces sauvages. Mais tous répondirent non. Les uns dirent qu'ils avaient leurs femmes en Espagne, les autres qu'ils ne voulaient pas de femmes qui n'étaient pas chrétiennes. Et tous déclarèrent qu'ils les respecteraient, ce qui est un exemple de vertu que je n'ai jamais rencontré dans tous mes voyages. Pour couper court, de leur côté, les 5 Anglais prirent chacun une femme, c'est-à-dire une femme temporaire, et depuis ils menèrent un nouveau genre de vie. Les Espagnols et le père de Vendredi demeuraient dans ma vieille habitation, qu'ils avaient beaucoup élargie à l'intérieur, ayant avec eux les 3 serviteurs qu'ils s'étaient acquis lors de la dernière bataille des sauvages. C'étaient les principaux de la colonie. Ils pourvoyaient de vivres tous les autres. Il leur prêtait toute l'assistance possible, et selon que la nécessité le requérait. Le prodigieux de cette histoire est que 5 individus insociables et mal assortis se soient accordés au sujet de ces femmes, et que 2 d'entre eux n'aient pas choisi la même, d'autant plus qu'il y en avait 2 ou 3 parmi elles qui étaient sans comparaison plus agréables que les autres. Mais ils trouvèrent un assez bon expédient pour éviter les querelles. Ils mirent les 5 femmes à part dans l'une des huttes et allèrent tous dans l'autre, puis tirèrent au sort à qui choisirait le premier. Celui désigné pour choisir le premier alla seul à la hutte où se trouvaient les pauvres créatures toutes nues et emmena l'objet de son choix. Il est digne d'observation que celui qui choisit le premier prit celle qu'on regardait comme la moins bien et qui était la plus âgée des 5. Ce qui mit en belle humeur ses compagnons. Les Espagnols même en sourirent, mais le gaillard, plus clairvoyant qu'aucun d'eux, considérait que c'est autant de l'application et du travail que de toute autre chose qu'il faut attendre le bien-être. Et en effet, cette femme fut la meilleure de toutes. Quand les pauvres captives se virent ainsi rangées sur une file, puis emmenées une à une, les terreurs de leur situation les assaillirent de nouveau, et elles crurent fermement qu'elles étaient sur le point d'être dévorées. Aussi, lorsque le matelot anglais entra et en emmena une, les autres poussèrent un cri lamentable, se pendirent après elle, et lui dirent adieu avec tant de douleur et d'affection que le cœur le plus dur du monde en aurait été déchiré. Il fut impossible aux Anglais de leur faire comprendre qu'elles ne seraient pas égorgées avant qu'ils eussent fait venir le vieux père de Vendredi, qui, sur-le-champ, leur apprit que les 5 hommes qui étaient allés les chercher, l'une après l'autre, les avaient choisis pour femmes. Après que cela fut fait, et que l'effroi des femmes fut un peu dissipé, les hommes se mirent à l'ouvrage. Les Espagnols vinrent les aider, et en peu d'heures, on leur eut élevé à chacun une hutte ou tente pour se loger à part, car celle qu'ils avaient déjà était encombrée d'outils, d'ustensiles de ménage et de provisions. Les 3 coquins s'étaient établis un peu plus loin que les 2 honnêtes gens, mais les uns et les autres sur le rivage septentrional de l'île, de sorte qu'ils continuèrent à vivre séparément. Mon île fut donc peuplée en 3 endroits, et pour ainsi dire, on venait d'y jeter les fondements de 3 villes. Ici, il est bon d'observer que, ainsi que cela arrive souvent dans le monde, la Providence, dans la sagesse de ses fins, en dispose-t-elle ainsi? C'est ce que j'ignore. Les 2 honnêtes gens eurent les plus mauvaises femmes en partage, et les 3 réprouvés, qui étaient à peine dignes de la potence, qui n'étaient bons à rien, et qui semblaient nés pour ne faire du bien ni à eux-mêmes ni à autrui, eurent 3 femmes adroites, diligentes, soigneuses et intelligentes. Non que les 2 premières fussent de mauvaises femmes sous le rapport de l'humeur et du caractère, car toutes les 5 étaient des créatures très prévenantes, très douces et très soumises, passives plutôt comme des esclaves que comme des épouses. Je veux dire seulement qu'elles n'étaient pas également adroites, intelligentes ou industrieuses, ni également épargnantes et soigneuses. Il est encore une autre observation que je dois faire, à l'honneur d'une diligente persévérance d'une part,
et à la honte d'un caractère négligent et paresseux d'autre part. C'est que, lorsque j'arrivai dans l'île, et que j'examinais les améliorations diverses, les cultures et la bonne direction des petites colonies, les 2 Anglais avaient de si loin dépassé les 3 autres qu'il n'y avait pas de comparaison à établir entre eux. Ils n'avaient ensemencé, il est vrai, les uns et les autres, que l'étendue de terrain nécessaire à leurs besoins. Et ils avaient eu raison à mon sens, car la nature nous dit qu'il est inutile de semer plus qu'on ne consomme. Mais la différence dans la culture, les plantations, les clôtures et dans tout le reste se voyait de prime abord. Les 2 Anglais avaient planté autour de leur hutte un grand nombre de jeunes arbres, de manière qu'en approchant de la place, vous n'aperceviez qu'un bois. Quoique leur plantation ait été ravagée 2 fois, l'une par leurs compatriotes et l'autre par l'ennemi, comme on le verra en son lieu, néanmoins ils avaient tout rétabli, et tout chez eux était florissant et prospère. Ils avaient des vignes parfaitement plantées, bien qu'eux-mêmes n'en eussent jamais vu. Et grâce aux soins qu'ils donnaient à cette culture, leurs raisins étaient déjà aussi bons que ceux des autres. Ils s'étaient aussi fait une retraite dans la partie la plus épaisse des bois. Ce n'était pas une caverne naturelle, comme celle que j'avais trouvée, mais une grotte qu'ils avaient creusée à force de travail, où, lorsqu'arriva le malheur qui va suivre, ils mirent en sûreté leurs femmes et leurs enfants, si bien qu'on ne put les découvrir. Au moyen d'innombrables pieux de ce bois, qui, comme je l'ai dit, croît si facilement, ils avaient élevé alentour un bocage impénétrable, excepté en un seul endroit où ils grimpaient pour gagner l'extérieur, et de là entraient dans des sentiers qu'ils s'étaient ménagés. Quant aux 3 réprouvés, comme je les appelle à juste titre, bien que leur nouvelle position les eût beaucoup civilisés, en comparaison de ce qu'ils étaient antérieurement, et qu'ils ne fussent pas à beaucoup près aussi querelleurs, parce qu'ils n'avaient plus les mêmes occasions de l'être, néanmoins l'un des compagnons d'un esprit déréglé, je veux dire la paresse, ne les avait point abandonnés. Il semait du blé, il est vrai, et faisait des enclos, mais jamais les paroles de Salomon ne se vérifièrent mieux qu'à leur égard. J'ai passé par la vigne du paresseux, elle était couverte de ronces. Car, lorsque les Espagnols vinrent pour voir leur moisson, ils ne purent la découvrir en divers endroits à cause des mauvaises herbes. Il y avait dans la haie plusieurs ouvertures par lesquelles les chèvres sauvages étaient entrées et avaient mangé le blé. Ça et là, on avait bouché le trou, comme provisoirement avec des broussailles mortes, mais s'était fermé la porte de l'écurie après que le cheval était déjà volé. Lorsqu'au contraire ils allèrent voir la plantation des 2 autres, partout ils trouvèrent des marques d'une industrie prospère. Il n'y avait pas une mauvaise herbe dans leur blé, pas une ouverture dans leur haie. Et eux aussi, ils vérifiaient ces autres paroles de Salomon, « La main diligente devient riche ». Car toute chose croissait et se bonifiait chez eux, et l'abondance y régnait au-dedans et au-dehors. Ils avaient plus de bétail que les autres, et dans leur intérieur plus d'ustensiles, plus de bien-être, plus aussi de plaisir et d'agrément. Il est vrai que les femmes des 3 étaient entendues et soigneuses. Elles avaient appris à préparer et accommoder les mets de l'un des 2 autres Anglais, qui, ainsi que je l'ai dit, avaient été aides de cuisine à bord du navire, et elles apprêtaient fort bien les repas de leurs maris. Les autres, au contraire, n'y entendirent jamais rien. Mais celui qui, comme je le disais, avait été aide de cuisine, faisait lui-même le service. Quant au mari des 3 femmes, il parcourait les alentours, allait chercher des œufs de tortue, pêcher du poisson et attraper des oiseaux. En un mot, il faisait tout autre chose que de travailler. Aussi leur ordinaire s'en ressentait-il. Le diligent vivait bien et confortablement, le paresseux vivait d'une manière dure et misérable.
et je pense que, généralement parlant, il en est de même en tout lieu. Mais maintenant nous allons passer à une scène différente de tout ce qui était arrivé jusqu'alors, soit à eux, soit à moi. Voici quelle en fut l'origine. Un matin de bonne heure, abordèrent au rivage 5 ou 6 canots d'Indiens ou sauvages, appelez-les comme il vous plaira. Et nul doute qu'ils ne vinssent, comme d'habitude, pour manger leurs prisonniers. Mais cela était devenu si familier aux Espagnols, à tous nos gens, qu'ils ne s'en tourmentaient plus comme je le faisais. L'expérience leur ayant appris que leur seule affaire était de se tenir cachés, et que s'ils n'étaient point vus des sauvages, ceux-ci, l'affaire une fois terminée, se retireraient paisiblement, ne se doutant pas plus alors qu'ils ne l'avaient fait précédemment qu'il y eût des habitants dans l'île. Sachant cela, dis-je, ils comprirent qu'ils n'avaient rien de mieux à faire que de donner avis aux 3 plantations qu'on se tint renfermées et que personne ne se montra. Seulement, ils placèrent une vedette dans un lieu convenable pour avertir lorsque les canots se seraient remis en mer. Tout cela était sans doute fort raisonnable. Mais un accident funeste déconcerta toutes ces mesures et fit connaître aux sauvages que l'île était habitée, ce qui faillit à causer la ruine de la colonie tout entière. Lorsque les canots des sauvages se furent éloignés, les Espagnols jetèrent au dehors un regard furtif, et quelques-uns d'entre eux eurent la curiosité de s'approcher du lieu qu'ils venaient d'abandonner pour voir ce qu'ils y avaient fait. À leur grande surprise, ils trouvèrent 3 sauvages, restés là, étendus à terre, et endormis profondément. On supposa que, gorgés à leur festin inhumain, ils s'étaient assoupis comme des brutes et n'avaient pas voulu bouger quand les autres étaient partis. Ou qu'égarés dans les bois, ils n'étaient pas revenus à temps pour s'embarquer. À cette vue, les Espagnols furent grandement surpris et fort embarrassés sur ce qu'ils devaient faire. Le gouverneur espagnol se trouvait avec eux. On lui demanda son avis. Mais il déclara qu'il ne savait quel parti prendre. Pour des esclaves, ils en avaient assez déjà. Quant à les tuer, nul d'entre eux n'y était disposé. Le gouverneur me dit qu'il n'avait pu avoir l'idée de verser le sang innocent, car les pauvres créatures ne leur avaient fait aucun mal, n'avaient porté aucune atteinte à leur propriété, et que tous pensaient qu'aucun motif ne pourrait légitimer cet assassinat. Et ici je dois dire, à l'honneur de ces Espagnols, que, quoi qu'on puisse dire de la cruauté de ce peuple au Mexique et au Pérou, je n'ai jamais dans aucun pays étranger rencontré 17 hommes d'une nation quelconque qui fussent en toute occasion si modestes, si modérés, si vertueux, si courtois et d'une humeur si parfaite. Pour ce qui est de la cruauté, on n'en voyait pas l'ombre dans leur nature. On ne trouvait en eux ni humanité, ni barbarie, ni passion violente. Et cependant, tous étaient des hommes d'une grande ardeur et d'un grand courage. Leur douceur et leur calme s'étaient manifestés en supportant la conduite intolérable des 3 Anglais, et alors leur justice et leur humanité se montrèrent à propos des sauvages dont je viens de parler. Après quelques délibérations, ils décidèrent qu'ils ne bougeraient pas, jusqu'à ce que, s'il était possible, ces 3 hommes fussent partis. Mais le gouverneur fit la réflexion que ces 3 Indiens n'avaient pas de pirogue, et que si on les laissait rôder dans l'île, assurément ils découvriraient qu'elle était habitée, ce qui causerait la ruine de la colonie. Sur ce, rebroussant chemin et trouvant les compères qui dormaient encore profondément, ils résolurent de les éveiller et de les faire prisonniers. Et c'est ce qu'ils firent. Les pauvres diables furent étrangement effrayés quand ils se virent saisis et liés. Et, comme les femmes, ils craignirent qu'on ne voulût les tuer et les dévorer. Car, à ce qu'il paraît, ces peuples s'imaginent que tout le monde fait comme eux et mange de la chair humaine. Mais on les eut bientôt tranquillisés là-dessus, et on les emmena.
Ce fut une chose fort heureuse pour nos gens de ne pas les avoir conduits à leur château. Je veux dire, à mon palais, au pied de la colline, mais de les avoir menés d'abord à la tonnelle, où était leur principale culture. Leurs chèvres et leurs champs de blé, et plus tard l'habitation des deux Anglais. Là on les fit travailler, quoiqu'on n'eût pas grand ouvrage à leur donner, et soit négligence à les garder, soit qu'on ne crut pas qu'ils pussent s'émanciper, un d'entre eux s'échappa, et, s'étant réfugié dans les bois, on ne le revit plus. On eut tout lieu de croire qu'il était retourné dans son pays avec les sauvages, qui débarquèrent 3 ou 4 semaines plus tard, firent leurs bombances accoutumées, et s'en allèrent au bout de 2 jours. Cette pensée atterra nos gens. Ils conclurent, et avec beaucoup de raison, que cet individu, retourné parmi ses camarades, ne manquerait pas de leur rapporter qu'il y avait des habitants dans l'île, et combien ils étaient faibles et en petit nombre, car, ainsi que je l'ai déjà dit, on n'avait jamais fait connaître à ce sauvage, et cela fut fort heureux, combien nos hommes étaient et où ils vivaient. Jamais ils n'avaient vu ni entendu le feu de leurs armes, et s'étaient bien gardés à plus forte raison de lui faire voir aucun des lieux de retraite, tels que la caverne dans la vallée ou la nouvelle grotte que les 2 Anglais avaient creusée, et ainsi du reste. La première preuve qu'ils eurent de la trahison de ce misérable fut que, environ 2 mois plus tard, 6 canots de sauvages, contenant chacun de 7 à 10 hommes, s'approchèrent en voguant le long du rivage nord de l'île, où ils n'avaient pas coutume de se rendre auparavant, et débarquèrent environ 1 heure après le lever du soleil dans un endroit convenable, à 1 mille de l'habitation des 2 Anglais, où avait été gardé le fugitif. Comme me le dit le gouverneur espagnol, s'ils avaient tous été là, le dommage n'aurait pas été si considérable, car pas un de ces sauvages n'eût échappé. Mais le cas était bien différent. 2 hommes contre 50, la partie n'était pas égale. Heureusement que les 2 Anglais les aperçurent à 1 lieue en mer, de sorte qu'il s'écoula plus d'1 heure avant qu'ils abordassent. Et comme ils débarquèrent à environ 1 mille de leur hutte, ce ne fut qu'au bout de quelque temps qu'ils arrivèrent jusqu'à eux. Ayant alors grande raison de croire qu'ils étaient trahis, la première chose qu'ils firent fut de lier les 2 esclaves qui restaient et de commander à 2 des 3 hommes qui avaient été amenés avec les femmes, et qui, à ce qu'il paraît, firent preuve d'une grande fidélité, de les conduire avec leurs 2 épouses et tout ce qu'ils pourraient emporter avec eux au milieu du bois, dans cette grotte dont j'ai parlé plus haut, et là, de garder ces 2 individus, pieds et poings liés, jusqu'à nouvel ordre. En second lieu, voyant que les sauvages avaient tous mis pied à terre et se portaient de leur côté, ils ouvrirent les enclos dans lesquels étaient leurs chèvres et les chassèrent dans le bois pour y errer en liberté, afin que ces barbares crussent que c'étaient des animaux farouches. Mais le coquin qui les accompagnait, trop rusé pour donner là-dedans, les mit au fait de tout, et ils se dirigèrent droit à la place. Quand les pauvres gens effrayés eurent mis à l'abri leurs femmes et leurs biens, ils députèrent leur 3e esclave venu avec les femmes et qui se trouvait là par hasard, en toute hâte auprès des Espagnols pour leur donner l'alarme et leur demander un prompt secours. En même temps, ils prirent leurs armes et ce qu'ils avaient de munitions et se retirèrent dans le bois, vers le lieu où avaient été envoyées leurs femmes, se tenant à distance cependant, de manière à voir, si cela était possible, la direction que suivraient les sauvages. Ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin quand du haut d'un monticule ils aperçurent la petite armée de leurs ennemis s'avancer directement vers leur habitation. Et un moment après, ils virent leurs huttes et leurs meubles dévorés par les flammes, à leur grande douleur et à leur grande mortification. C'était pour eux une perte cruelle, une perte irréparable au moins pour quelque temps. Ils conservèrent un moment la même position,
jusqu'à ce que les sauvages se répandirent sur toute la place, comme des bêtes féroces, fouillant partout à la recherche de leur proie, et en particulier des habitants, dont on voyait clairement qu'ils connaissaient l'existence. Les deux Anglais, voyant cela et ne se croyant pas en sûreté où ils se trouvaient, car il était probable que quelques-uns de ces barbares viendraient de ce côté, et y viendraient supérieurs en force, jugèrent convenable de se retirer à un demi-mille plus loin, persuadés, comme cela eut lieu en effet, que plus l'ennemi rôderait, plus il se disséminerait. Leur seconde halte se fit à l'aide d'un fourré épais où se trouvait un vieux tronc d'arbre creux et excessivement grand. Ce fut dans cet arbre que tous deux prirent position, résolus d'attendre l'événement. Il y avait peu de temps qu'ils étaient là, quand deux sauvages accoururent de ce côté, comme s'ils les eussent découverts et vinssent pour les attaquer. Un peu plus loin, ils en virent 3 autres, et plus loin encore 5 autres, tous s'avançant dans la même direction. En outre, ils en virent à une certaine distance 7 ou 8 qui couraient d'un autre côté, car ils se répandaient sur tous les points, comme des chasseurs qui battent un bois en quête du gibier. Les pauvres gens furent alors dans une grande perplexité, ne sachant s'ils devaient rester et garder leur poste ou s'enfuir. Mais après une courte délibération, considérant que si les sauvages parcouraient ainsi le pays, ils pourraient peut-être, avant l'arrivée du secours, découvrir leur retraite dans les bois, et qu'alors tout serait perdu. Ils résolurent de les attendre là, et, s'ils étaient trop nombreux, de monter au sommet de l'arbre, d'où ils ne doutaient pas qu'excepté contre le feu, ils ne se défendissent tant que leur munition durerait, quand bien même tous les sauvages, débarqués au nombre d'environ 50, viendraient à les attaquer. Ayant pris cette détermination, ils se demandèrent s'ils feraient feu sur les 2 premiers, ou s'ils attendraient les 3 et tireraient sur ce groupe intermédiaire. Tactique au moyen de laquelle les 2 et les 5 qui suivaient seraient séparés. Enfin, ils résolurent de laisser passer les 2 premiers, à moins qu'ils ne les découvrissent dans leur refuge et ne vinssent les attaquer. Ces 2 sauvages les confirmèrent dans cette résolution, en se détournant un peu vers une autre partie du bois. Mais les 3 et les 5, marchant sur la piste, vinrent directement à l'arbre, comme s'ils eussent su que les Anglais y étaient. Les voyant arriver droit à eux, ceux-ci résolurent de les prendre en ligne, ainsi qu'ils s'avançaient. Et, comme ils avaient décidé de ne faire feu qu'un à la fois, il était possible que du premier coup ils les atteignissent tous 3. À cet effet, celui qui devait tirer mit 3 ou 4 balles dans son mousquet, et à la faveur d'une meurtrière, c'est-à-dire d'un trou qui se trouvait dans l'arbre, il visa tout à son aise sans être vu, et attendit qu'ils fussent à 30 verges de l'embuscade, de manière à ne pas manquer son coup. Pendant qu'ils attendaient ainsi et que les sauvages s'approchaient, ils virent que l'un des 3 était le fugitif qui s'était échappé de chez eux, le reconnurent parfaitement et résolurent de ne pas le manquer, dussent-ils ensemble faire feu. L'autre se tint donc prêt à tirer, afin que si le sauvage ne tombait pas du premier coup, il fût sûr d'en recevoir un second. Mais le premier tireur était trop adroit pour le manquer, car pendant que les sauvages s'avançaient, l'un après l'autre, sur une seule ligne, il fit feu et en atteignit 2 du coup. Le premier fut tué roide d'une balle dans la tête, le second, qui était l'Indien fugitif, en reçut une au travers du corps et tomba, mais il n'était pas tout à fait mort. Et le troisième eut une égratignure à l'épaule, que lui fit sans doute la balle qui avait traversé le corps du second. Épouvanté, quoiqu'il n'eût pas grand mal, il s'assit à terre en poussant des cris et des hurlements affreux. Les 5 qui suivaient, effrayés du bruit plutôt que pénétrés de leur danger, s'arrêtèrent tout court d'abord, car les bois rendirent la détonation 1000 fois plus terrible.
les échos grondant çà et là, les oiseaux s'envolant de toutes parts et poussant toutes sortes de cris selon leur espèce, de même que le jour où je tirai le premier coup de fusil qui peut-être eût retenti en ce lieu depuis que c'était une île. Cependant, tout étant rentré dans le silence, ils vinrent sans défiance, ignorant la cause de ce bruit, jusqu'au lieu où étaient leurs compagnons dans un assez pitoyable état. Là, ces pauvres ignorantes créatures, qui ne soupçonnaient pas qu'un danger pareil pût les menacer, se groupèrent autour du blessé, lui adressant la parole et sans doute lui demandant d'où venait sa blessure. Il est présumable que celui-ci répondit qu'un éclair de feu, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre de leur dieu, avait tué ses deux compagnons et l'avait blessé lui-même. Cela, dis-je, est présumable, car rien n'est plus certain qu'ils n'avaient vu aucun homme auprès d'eux, qu'ils n'avaient de leur vie entendu la détonation d'un fusil, qu'ils ne savaient non plus ce que c'était qu'une arme à feu, et qu'ils ignoraient qu'à distance on put tuer ou blesser avec du feu et des balles. S'il n'en eût pas été ainsi, il est croyable qu'ils ne se fussent pas arrêtés si inconsidérément à contempler le sort de leurs camarades, sans quelque appréhension pour eux-mêmes. Nos deux hommes, comme ils me l'ont avoué depuis, se voyaient avec douleur obligés de tuer tant de pauvres êtres qui n'avaient aucune idée de leur danger, mais les tenant là sous leur cou, et le premier ayant rechargé son arme, ils se résolurent à tirer tous dessus. Convenus de choisir un but différent, ils firent feu à la fois, et en tuèrent ou blessèrent grièvement 4. Le 5e, horriblement effrayé, bien que resté sauf, tomba comme les autres. Nos hommes, les voyant tous gisants, crurent qu'ils les avaient tous expédiés. La persuasion de n'en avoir manqué aucun fit sortir résolument de l'arbre nos deux hommes, avant qu'ils eussent rechargé leurs armes. Et ce fut une grande imprudence. Ils tombèrent dans l'étonnement quand ils arrivèrent sur le lieu de la scène, et ne trouvèrent pas moins de 4 Indiens vivants, dont 2 fort légèrement blessés, et un entièrement sauf. Ils se virent alors forcés de les achever à coups de crosse de mousquet. D'abord, ils s'assurèrent de l'Indien fugitif, qui avait été la cause de tout le désastre, ainsi que d'un autre blessé au genou, et les délivrèrent de leur peine. En ce moment, celui qui n'avait point été atteint vint se jeter à leurs genoux, les 2 mains levées, et par gestes et par signes implorant piteusement la vie. Mais ils ne purent comprendre un seul mot de ce qu'il disait. Toutefois, ils lui signifièrent de s'asseoir près de là, au pied d'un arbre, et un des Anglais, avec une corde qu'il avait dans sa poche par le plus grand hasard, l'attacha fortement et lui lia les mains par derrière. Puis on l'abandonna. Ils se mirent alors en toute hâte à la poursuite des 2 autres qui étaient allés en avant, craignant que ceux-ci, ou un plus grand nombre, ne vînt à découvrir le chemin de leur retraite dans le bois, où étaient leurs femmes et le peu d'objets qu'ils y avaient déposés. Ils aperçurent enfin les 2 Indiens, mais ils étaient fort éloignés. Néanmoins ils les virent, à leur grande satisfaction, traverser une vallée proche de la mer, chemin directement opposé à celui qui conduisait à leur retraite, pour laquelle ils étaient en de si vives craintes. Tranquillisés sur ce point, ils retournèrent à l'arbre où ils avaient laissé leurs prisonniers, qui, à ce qu'ils supposèrent, avaient été délivrés par ses camarades, car les 2 bouts de corde qui avaient servi à l'attacher étaient encore au pied de l'arbre. Se trouvant alors dans un aussi grand embarras que précédemment, ne sachant de quel côté se diriger, ni à quelle distance était l'ennemi, ni quelles étaient ses forces, ils prirent la résolution d'aller à la grotte où leurs femmes avaient été conduites, afin de voir si tout s'y passait bien, et pour les délivrer de l'effroi où sûrement elles étaient. Car bien que les sauvages fussent leurs compatriotes, elles en avaient une peur horrible, et d'autant plus peut-être qu'elles savaient tout ce qu'ils valaient. Les Anglais, à leur arrivée, virent que les sauvages avaient passé dans le bois, et même très près du lieu de leur retraite, sans toutefois l'avoir découvert.
car l'épais fourré qui l'entourait en rendait d'abord inaccessible pour quiconque n'eût pas été guidé par quelque affilié, et nos barbares ne l'étaient point. Ils trouvèrent donc toutes choses en bon ordre, seulement les femmes étaient glacées d'effroi. Tandis qu'ils étaient là, à leur grande joie, 7 des Espagnols arrivèrent à leur secours. Les 10 autres, avec leurs serviteurs et le vieux Vendredi, je veux dire le père de Vendredi, étaient partis en masse pour protéger leurs tonnelles et le blé et le bétail qui s'y trouvaient, dans le cas où les Indiens eussent rôdé vers cette partie de l'île. Mais ils ne se répandirent pas jusque-là. Avec les 7 Espagnols se trouvait l'un des 3 sauvages qu'ils avaient autrefois fait prisonniers, et aussi celui que, pieds et poings liés, les Anglais avaient laissé près de l'arbre, car, à ce qu'il paraît, les Espagnols étaient venus par le chemin où avaient été massacrés les 7 Indiens, et avaient délié le 8e pour l'emmener avec eux. Là, toutefois, ils furent obligés de le garrotter de nouveau, comme l'étaient les 2 autres, restés après le départ du fugitif. Leurs prisonniers commençaient à leur devenir fort à charge, et ils craignaient tellement qu'ils ne leur échappassent, qu'ils s'imaginèrent être, pour leur propre conservation, dans l'absolue nécessité de les tuer tous. Mais le gouverneur n'y voulut pas consentir. Il ordonna de les envoyer à ma vieille caverne de la vallée, avec 2 Espagnols pour les garder et pourvoir à leur nourriture, ce qui fut exécuté. Et là, ils passèrent la nuit, pieds et mains liés. L'arrivée des Espagnols releva tellement le courage des 2 Anglais qu'ils n'entendirent pas s'arrêter plus longtemps. Ayant pris avec eux 5 Espagnols, et réunissant à eux tous 4 mousquets, un pistolet et 2 gros bâtons à 2 bouts, ils partirent à la recherche des sauvages. Et d'abord, quand ils furent arrivés à l'arbre où gisaient ceux qui avaient été tués, il leur fut aisé de voir que quelques autres Indiens y étaient venus, car ils avaient essayé d'emporter leurs morts, et avaient traîné 2 cadavres à une bonne distance, puis les avaient abandonnés. De là, ils gagnèrent le premier tertre où ils s'étaient arrêtés, et d'où ils avaient vu incendier leur hutte, et ils eurent la douleur de voir s'en élever un reste de fumée. Mais ils ne purent y découvrir aucun sauvage. Ils résolurent alors d'aller, avec toute la prudence possible, vers les ruines de leur plantation. Un peu avant d'y arriver, s'étant trouvés en vue de la côte, ils aperçurent distinctement tous les sauvages qui se rembarquaient dans leurs canots pour courir au large. Il semblait qu'ils fussent fâchés d'abord qu'il n'y eût pas de chemin pour aller jusqu'à eux, afin de leur envoyer à leur départ une salve de mousqueterie. Mais, après tout, ils s'estimèrent fort heureux d'en être débarrassés. Les pauvres Anglais étant alors ruinés pour la seconde fois, leur culture étant détruite, tous les autres convinrent de les aider à relever leur construction et de les pourvoir de toutes choses nécessaires. Leurs 3 compatriotes même, chez lesquels jusque-là on n'avait pas remarqué la moindre tendance à faire le bien, dès qu'ils apprirent leur désastre, car vivant éloignés ils n'avaient rien su qu'après l'affaire finie, vinrent offrir leur aide et leur assistance, et travaillèrent de grand cœur pendant plusieurs jours à rétablir leurs habitations et à leur fabriquer des objets de nécessité. Environ 2 jours après, ils eurent la satisfaction de voir 3 pirogues des sauvages venir se jeter à peu de distance sur la grève, ainsi que 2 hommes noyés, ce qui leur fit croire avec raison qu'une tempête qu'ils avaient dû essuyer en mer avait submergé quelques-unes de leurs embarcations. Le vent, en effet, avait soufflé avec violence durant la nuit qui suivit leur départ. Si quelques-uns d'entre eux s'étaient perdus, toutefois il s'en était sauvé un assez grand nombre pour informer leurs compatriotes de ce qu'ils avaient fait et de ce qui leur était advenu, et les exciter à une autre entreprise de la même nature, qu'ils résolurent effectivement de tenter, avec des forces suffisantes pour que rien ne pût leur résister. Mais,
À l'exception de ce que le fugitif leur avait dit des habitants de l'île, ils n'en savaient par eux-mêmes que fort peu de choses. Jamais ils n'avaient vu ombre humaine en ce lieu, et celui qui leur avait raconté le fait ayant été tué, tout autre témoin manquait qui pût le leur confirmer. 5 ou 6 mois s'étaient écoulés, et l'on n'avait point encore entendu parler des sauvages. Déjà nos gens se flattaient de l'espoir qu'ils n'avaient point oublié leur premier échec, et qu'ils avaient laissé là toute idée de réparer leur défaite. Quand tout à coup l'île fut envahie par une redoutable flotte de 28 canots remplis de sauvages, armés d'arcs et de flèches, d'énormes casse-têtes, de sabres de bois et d'autres instruments de guerre. Bref, cette multitude était si formidable que nos gens tombèrent dans la plus profonde consternation. Comme le débarquement s'était effectué le soir et à l'extrémité orientale de l'île, nos hommes eurent toute la nuit pour se consulter et aviser à ce qu'il fallait faire. Et d'abord, sachant que se tenir totalement cachés avait été jusque-là leur seule planche de salut, et devait l'être d'autant plus encore en cette conjoncture, que le nombre de leurs ennemis était fort grand, ils résolurent de faire disparaître les huttes qu'ils avaient bâties pour les 2 Anglais, et de conduire leurs chèvres à l'ancienne grotte, parce qu'ils supposaient que les sauvages se porteraient directement sur ce point sitôt qu'il ferait jour pour recommencer la même échauffourée, quoiqu'ils eussent pris terre cette fois à plus de 2 lieues de là. Ils menèrent aussi dans ce lieu les troupeaux qu'ils avaient à l'ancienne tonnelle, comme je l'appelais, laquelle appartenait aux Espagnols. En un mot, autant que possible, ils ne laissèrent nulle part de traces d'habitation. Et le lendemain matin, de bonne heure, ils se posèrent avec toute leur force près de la plantation des 2 Anglais pour y attendre l'arrivée des sauvages. Tout confirma leurs prévisions. Ces nouveaux agresseurs, laissant leurs canots à l'extrémité orientale de l'île, s'avancèrent en longeant le rivage droit à cette place, au nombre de 250, suivant que les nôtres purent en juger. Notre armée se trouvait bien faible, mais le pire de l'affaire, c'était qu'il n'y avait pas d'armes pour tout le monde. Nos forces totales s'élevaient, je crois, ainsi, d'abord en hommes, 17 Espagnols, 5 Anglais, 1. Le vieux Vendredi, c'est-à-dire le père de Vendredi, 3 esclaves acquis avec les femmes, lesquels avaient fait preuve de fidélité, 3 autres esclaves qui vivaient avec les Espagnols, 29. Pour armer ces gens, il y avait 11 mousquets, 5 pistolets, 3 fusils de chasse, 5 mousquets ou arquebuses à giboyer pris aux matelots révoltés que j'avais soumis, 2 sabres, 3 vieilles hallebardes, 29. On ne donna aux esclaves ni mousquet ni fusil, mais chacun d'eux fut armé d'une hallebarde ou d'un long bâton, semblable à un brin de stock garni d'une longue pointe de fer à chaque extrémité. Ils avaient en outre une hachette au côté. Tous nos hommes portaient aussi une hache. 2 des femmes voulurent absolument prendre part au combat. Elles s'armèrent d'arcs et de flèches que les Espagnols avaient pris aux sauvages lors de la première affaire dont j'ai parlé et qui avait eu lieu entre les Indiens. Les femmes eurent aussi des haches. Le gouverneur espagnol, dont j'ai si souvent fait mention, avait le commandement général, et William Atkins, qui, bien que redoutable pour sa méchanceté, était un compagnon intrépide et résolu, commandait sous lui. Les sauvages s'avancèrent comme des lions, et nos hommes, pour comble de malheur, n'avaient pas l'avantage du terrain. Seulement Will Atkins, qui rendit dans cette affaire d'importants services, comme une sentinelle perdue, était planté avec 6 hommes derrière un petit hallier, avec ordre de laisser passer les premiers et de faire feu ensuite au beau milieu des autres, puis sur-le-champ de battre en retraite aussi vite que possible, en tournant une partie du bois pour venir prendre position derrière les Espagnols, qui se trouvaient couverts par un fourré d'arbres. Quand les sauvages arrivèrent, ils se mirent à courir çà et là en masse et sans aucun ordre.
Will Atkins en laissa passer près de lui une cinquantaine. Puis, voyant venir les autres en foule, il ordonna à 3 de ses hommes de décharger sur eux leurs mousquets chargés de 6 ou 7 balles, aussi fortes que des balles de gros pistolets. Combien en tuèrent-ils ou en blessèrent-ils, c'est ce qu'ils ne surent pas. Mais la consternation et l'étonnement étaient inexprimables chez ces barbares, qui furent effrayés au plus haut degré d'entendre un bruit terrible, de voir tomber leurs hommes morts ou blessés, et sans comprendre d'où cela provenait. Alors, au milieu de leur effroi, William Atkins et ses 3 hommes firent feu sur le plus épais de la tourbe, et en moins d'1 minute, les 3 premiers, ayant rechargé leurs armes, leur envoyèrent une 3e volée. Si William Atkins et ses hommes se fussent retirés immédiatement après avoir tiré, comme cela leur avait été ordonné, ou si le reste de la troupe eût été à portée de prolonger le feu, les sauvages eussent été mis en pleine déroute, car la terreur dont ils étaient saisis venait surtout de ce qu'ils ne voyaient personne qui les frappât, et de ce qu'ils se croyaient tués par le tonnerre et les éclairs de leur Dieu. Mais William Atkins, en restant pour recharger, découvrit la ruse. Quelques sauvages, qui les épiaient au loin, fondirent sur eux par derrière. Et bien que Atkins et ses hommes les eussent encore salués de 2 ou 3 fusillades, et en eussent tué plus d'1 vingtaine en se retirant aussi vite que possible, cependant ils le blessèrent lui-même, et tuèrent avec leurs flèches un de ses compatriotes, comme ils tuèrent ensuite un des Espagnols et un des esclaves indiens acquis avec les femmes. Cet esclave était un brave compagnon qui avait combattu en furieux. De sa propre main, il avait tué 5 sauvages, quoiqu'il n'eût pour arme qu'un des bâtons ferrés et une hache. Atkins étant blessé et 2 autres étant tués, nos hommes, ainsi maltraités, se retirèrent sur un monticule dans le bois. Les Espagnols, après avoir fait 3 décharges, opérèrent aussi leur retraite, car les Indiens étaient si nombreux, car ils étaient si désespérés, que malgré qu'il y en eût de tués plus de 50 et un beaucoup plus grand nombre de blessés, ils se jetaient sans peur du danger sous la dent de nos hommes et leur envoyaient une nuée de flèches. On remarqua même que leurs blessés, qui n'étaient pas tout à fait mis hors de combat, exaspérés par leurs blessures, se battaient comme des enragés. Nos gens, dans leur retraite, avaient laissé derrière eux les cadavres de l'Espagnol et de l'Anglais. Les sauvages, quand ils furent arrivés au pré, les mutilèrent de la manière la plus atroce, leur brisant les bras, les jambes et la tête avec leurs massues et leurs sabres de bois, comme de vrais sauvages qu'ils étaient. Mais, voyant que nos hommes avaient disparu, ils semblèrent ne pas vouloir les poursuivre, formèrent une espèce de cercle, ce qu'ils ont coutume de faire, à ce qu'il paraît, et poussèrent 2 grands cris en signe de victoire. Après quoi, ils eurent encore la mortification de voir tomber plusieurs de leurs blessés qu'avait épuisé la perte de leur sang. Le gouverneur espagnol ayant rassemblé tout son petit corps d'armée sur une éminence, Atkins, quoique blessé, opinait pour qu'on se portât en avant et qu'on fît une charge générale sur l'ennemi. Mais l'Espagnol répondit « Seigneur Atkins, vous avez vu comment leurs blessés se battent. Remettons la partie à demain. Tous ces éclopés seront roidis et endoloris par leurs plaies, épuisés par le sang qu'ils auront perdu, et nous aurons alors beaucoup moins de besogne sur les bras. » La vie était bon. Mais Will Atkins reprit gaiement. « C'est vrai, Seigneur, mais il en sera de même de moi, et c'est pour cela que je voudrais aller en avant tandis que je suis en haleine. »« Fort bien, Seigneur Atkins, dit l'Espagnol. Vous vous êtes conduit vaillamment, vous avez rempli votre tâche, nous combattrons pour vous si vous ne pouvez venir, mais je pense qu'il est mieux d'attendre jusqu'à demain matin. » Ils attendirent donc. Mais lorsqu'il fit un beau clair de lune et qu'ils virent les sauvages dans un grand désordre, au milieu de leurs morts et de leurs blessés, et se pressant tumultueusement alentour,
ils se résolurent à fondre sur eux pendant la nuit, dans le cas surtout où ils pourraient leur envoyer une décharge avant d'être aperçus. Il s'offrit à eux une belle occasion pour cela, car l'un des deux Anglais, sur le terrain duquel l'affaire s'était engagée, les ayant conduits par un détour entre les bois et la côte occidentale, et là ayant tourné brusquement au sud, ils arrivèrent si proches du groupe le plus épais qu'avant qu'on eût pu les voir ou les entendre, 8 hommes tirèrent au beau milieu et firent une terrible exécution. Une demi-minute après, 8 autres tirèrent à leur tour et les criblèrent tellement de leurs dragées qu'ils en tuèrent ou blessèrent un grand nombre. Tout cela se passa sans qu'ils pussent reconnaître qui les frappait, sans qu'ils sussent par quel chemin fuir. Les Espagnols rechargèrent vivement leurs armes. Puis, s'étant divisés en 3 corps, ils résolurent de tomber tous ensemble sur l'ennemi. Chacun de ces pelotons se composait de 8 personnes, ce qui formait en somme 24 combattants, dont 22 hommes et 2 femmes, lesquels, soit dit en passant, se battirent en désespérés. On répartit par peloton les armes à feu. Les hallebardes et les brins de stock, on voulait que les femmes se tinssent derrière, mais elles déclarèrent qu'elles étaient décidées à mourir avec leurs maris. Leur petite armée ainsi disposée, ils sortirent d'entre les arbres et se jetèrent sous la dent de l'ennemi en criant et en hélant de toute leur force. Les Indiens se tenaient là, debout tous ensemble, mais ils tombèrent dans la plus grande confusion en entendant les cris que jetaient nos gens sur 3 différents points. Cependant, ils en seraient venus aux mains s'ils nous eussent aperçus, car à peine fûmes-nous assez près pour qu'ils nous vissent qu'ils nous décochèrent quelques flèches, et que le pauvre vieux Vendredi fut blessé, légèrement toutefois. Mais nos gens, sans plus de temps, fondirent sur eux, firent feu de 3 côtés, puis tombèrent dessus à coups de crosse de mousquet, à coups de sabre, de bâtons ferrés et de haches. Et, en un mot, les frottèrent si bien qu'ils se mirent à pousser des cris et des hurlements sinistres en s'enfuyant de tous côtés pour échapper à la mort. Les nôtres étaient fatigués de ce carnage. Ils avaient tué ou blessé mortellement, dans les 2 rencontres, environ 180 de ces barbares. Les autres, épouvantés, se sauvèrent à travers les bois et sur les collines avec toute la vitesse que pouvait leur donner la frayeur et des pieds agiles. Et, voyant que nos hommes se mettaient peu en peine de les poursuivre, ils se rassemblèrent sur la côte où ils avaient débarqué et où leurs canots étaient amarrés. Mais leur désastre n'était pas encore au bout, car ce soir-là, un vent terrible s'éleva de la mer, et il leur fut impossible de prendre le large. Pour surcroît, la tempête ayant duré toute la nuit, à la marée montante, la plupart de leurs pirogues furent entraînées par la houle si avant sur la rive qu'il aurait fallu bien des efforts pour les remettre à flot. Quelques-unes même furent brisées contre le rivage ou en s'entrechoquant. Nos hommes, bien que joyeux de leur victoire, ne prirent cependant que peu de repos cette nuit-là. Mais, après s'être refaits le mieux qu'ils purent, ils résolurent de se porter vers cette partie de l'île où les sauvages avaient fui, afin de voir dans quel état ils étaient. Ceci les mena nécessairement sur le lieu du combat, où ils trouvèrent plusieurs de ces pauvres créatures qui respiraient encore, mais que rien n'aurait pu sauver. Triste spectacle pour des cœurs généreux, car un homme vraiment noble, quoique forcé par les lois de la guerre de détruire son ennemi, ne prend point plaisir à ses souffrances. Tout ordre, du reste, était inutile à cet égard, car les sauvages que les nôtres avaient à leur service dépêchèrent ces pauvres créatures à coups de hache. Ils arrivèrent enfin en vue du lieu où les chétifs débris de l'armée indienne étaient rassemblés. Là restait environ une centaine d'hommes, dont la plupart étaient assis à terre, accroupis, la tête entre leurs mains et appuyés sur leurs genoux. Quand nos gens ne furent plus qu'à 2 portées de mousquet des vaincus, le gouverneur espagnol ordonna de tirer 2 coups à poudre pour leur donner l'alarme, à dessein de voir par leur contenance ce qu'il avait à en attendre, s'ils étaient encore disposés à combattre,
ou s'ils étaient démontés au point d'être abattus et découragés, et afin d'agir en conséquence. Le stratagème eut un plein succès, car les sauvages n'eurent pas plutôt entendu le premier coup de feu et vu la lueur du second qu'ils se dressèrent sur leurs pieds dans la plus grande consternation imaginable. Et, comme nos gens se précipitaient sur eux, ils s'enfuirent, criant, hurlant et poussant une sorte de mugissement que nos hommes ne comprirent pas et n'avaient point ouï jusque-là, et ils se réfugièrent sur les hauteurs plus avant dans le pays. Les nôtres eussent d'abord préféré que le temps eût été calme et que les sauvages se fussent rembarqués. Mais ils ne considéraient pas alors que cela pourrait en amener par la suite des multitudes auxquelles il leur serait impossible de résister, ou du moins être la cause d'incursions si redoutables et si fréquentes qu'elles désoleraient l'île et les feraient périr de faim. Will Atkins, qui malgré sa blessure se tenait toujours avec eux, se montra dans cette occurrence le meilleur conseiller. Il fallait, selon lui, saisir l'occasion qui s'offrait de se jeter entre eux et leurs canots, et par là les empêcher à jamais de revenir inquiéter l'île. On tint longtemps conseil sur ce point. Quelques-uns s'opposaient à cela, de peur qu'on ne forçât ces misérables à se retirer dans les bois et à n'écouter que leur désespoir. Dans ce cas, disait-il, nous serons obligés de leur donner la chasse comme à des bêtes féroces. Nous redouterons de sortir pour nos travaux. Nous aurons nos plantations incessamment pillées, nos troupeaux détruits. Bref, nous serons réduits à une vie des misères continuelles. Will Atkins répondit que mieux valait avoir affaire à 100 hommes qu'à 100 nations. Que s'il fallait détruire les canaux, il fallait aussi détruire les hommes, sinon être soi-même détruit. En un mot, il leur démontra cette nécessité d'une manière si palpable qu'ils se rangèrent tous à son avis. Aussitôt, ils se mirent à l'œuvre sur les pirogues, et, arrachant du bois sec d'un arbre mort, ils essayèrent de mettre le feu à quelques-unes de ces embarcations. Mais elles étaient si humides qu'elles purent à peine brûler. Néanmoins, le feu endommagea tellement leur partie supérieure qu'elles furent bientôt hors d'état de tenir la mer. Quand les Indiens virent à quoi nos hommes étaient occupés, quelques-uns d'entre eux sortirent des bois en toute hâte, et s'approchant le plus qu'ils purent, ils se jetèrent à genoux et se mirent à crier « Wa wa waramokoa » et à proférer quelques autres mots de leur langue que personne ne comprit. Mais comme ils faisaient des gestes piteux et poussaient des cris étranges, il fut aisé de reconnaître qu'ils suppliaient pour qu'on épargnât leurs canaux, et qu'ils promettaient de s'en aller pour ne plus revenir. Mais nos gens étaient alors convaincus qu'ils n'avaient d'autre moyen de se conserver ou de sauver leur établissement que d'empêcher à tout jamais les Indiens de revenir dans l'île, sachant bien que s'il arrivait seulement à l'un d'eux de retourner parmi les siens pour leur conter l'événement, c'en était fait de la colonie. En conséquence, faisant comprendre aux Indiens qu'il n'y avait pas de merci pour eux, ils se remirent à l'œuvre et détruisirent les canaux que la tempête avait épargnés. À cette vue, les sauvages firent retentir les bois d'un horrible cri que notre monde entendit assez distinctement. Puis ils se mirent à courir çà et là dans l'île, comme des insensés, de sorte que nos colons ne surent réellement pas d'abord comment s'y prendre avec eux. Les Espagnols, avec toute leur prudence, n'avaient pas pensé que tandis qu'ils réduisaient ainsi ces hommes au désespoir, ils devaient faire bonne garde autour de leurs plantations. Car, bien qu'ils eussent transféré leur bétail et que les Indiens n'eussent pas déterré leur principale retraite, je veux dire mon vieux château de la colline, ni la caverne dans la vallée, ceux-ci avaient découvert cependant ma plantation de la tonnelle, l'avaient saccagée, ainsi que les enclos et les cultures d'alentour, foulant aux pieds le blé, arrachant les vignes et les raisins déjà presque mûrs, et faisant éprouver à la colonie une perte inestimable sans en retirer aucun profit. Quoique nos gens pussent les combattre en toute occasion,
ils n'étaient pas en état de les poursuivre et de les pourchasser. Car les Indiens étant trop agiles pour nos hommes quand ils les rencontraient seuls, aucun des nôtres n'osait s'aventurer isolément, dans la crainte d'être enveloppé par eux. Fort heureusement, ils étaient sans armes. Ils avaient des arcs, il est vrai, mais point de flèches, ni matériaux pour en faire, ni outils, ni instruments tranchants. L'extrémité et la détresse où ils étaient réduits étaient grandes et vraiment déplorables. Mais l'état où ils avaient jeté nos colons ne valait pas mieux. Car, malgré que leurs retraites eussent été préservées, leurs provisions étaient détruites et leurs moissons ravagées. Que faire? À quels moyens recourir? Ils ne le savaient. La seule ressource qui leur resta, c'était le bétail qu'ils avaient dans la vallée près de la caverne, le peu de blé qui y croissait et la plantation des 3 Anglais. Will Atkins et ses camarades, alors réduits à 2, l'un d'entre eux ayant été frappé à la tête, juste au-dessous de la tempe, par une flèche qui l'avait fait taire à jamais. Et, chose remarquable, celui-ci était ce même homme cruel qui avait porté un coup de hache au pauvre esclave indien, et qui ensuite avait formé le projet d'assassiner les Espagnols. À mon sens, la condition de nos colons était pire en ce temps-là que ne l'avait jamais été la mienne depuis que j'eus découvert les grains d'orge et de riz, et que j'eus acquis la méthode de semer et de cultiver mon blé et d'élever mon bétail. Car alors ils avaient, pour ainsi dire, une centaine de loups dans l'île, prêts à faire leur proie de tout ce qu'ils pourraient saisir, mais qu'il n'était pas facile de saisir eux-mêmes. La première chose qu'ils résolurent de faire, quand ils virent la situation où ils se trouvaient, ce fut, s'il était possible, de reléguer les sauvages dans la partie la plus éloignée de l'île, au sud-est, afin que si d'autres Indiens venaient à descendre au rivage, ils ne pussent les rencontrer. Puis, une fois là, de les traquer, de les harrasser chaque jour, et de tuer tous ceux qu'ils pourraient approcher, jusqu'à ce qu'ils eussent réduit leur nombre, et s'ils pouvaient enfin les apprivoiser et les rendre propres à quelque chose, de leur donner du blé, et de leur enseigner à cultiver la terre et à vivre de leur travail journalier. En conséquence, ils les serrèrent de près et les épouvantèrent tellement par le bruit de leurs armes qu'au bout de peu de temps, si un des colons tirait sur un Indien et le manquait, néanmoins ils tombaient de peur. Leur effroi fut si grand qu'ils s'éloignèrent de plus en plus, et que, harcelés par nos gens, qui tous les jours en tuaient ou blessaient quelques-uns, ils se confinèrent tellement dans les bois et dans les endroits creux que le manque de nourriture les réduisit à la plus horrible misère, et qu'on en trouva plusieurs morts dans les bois, sans aucune blessure, que la faim seule avait fait périr. Quand les nôtres trouvèrent ces cadavres, leurs cœurs s'attendrirent, et ils se sentirent émus de compassion, surtout le gouverneur espagnol, qui était l'homme du caractère le plus noblement généreux que de ma vie j'aie jamais rencontré. Il proposa, si faire se pouvait, d'attraper vivant un de ces malheureux, et de l'amener à comprendre assez leur dessein pour qu'il pût servir d'interprète auprès des autres, et savoir d'eux s'ils n'acquiesceraient pas à quelques conditions qui leur rassureraient la vie et garantiraient la colonie du pillage. Il s'écoula quelque temps avant qu'on pût en prendre aucun, mais comme ils étaient faibles et exténués, l'un d'eux fut enfin surpris et fait prisonnier. Il se montra d'abord rétif et ne voulut ni manger ni boire. Mais se voyant traité avec bonté, voyant qu'on lui donnait des aliments et qu'il n'avait à supporter aucune violence, il finit par devenir plus maniable et par se rassurer. On lui amena le vieux Vendredi qui s'entretint souvent avec lui et lui dit combien les nôtres seraient bons envers tous les siens, que non seulement ils auraient la vie sauve, mais encore qu'on leur accorderait pour demeure une partie de l'île, pourvu qu'ils donnassent l'assurance qu'ils garderaient leurs propres limites et qu'ils ne viendraient pas au-delà pour faire tort ou pour faire outrage aux colons. Enfin qu'on leur donnerait du blé qu'ils sèmeraient
et cultiveraient pour leurs besoins, et du pain pour leur subsistance présente. Ensuite, le vieux vendredi commanda aux sauvages d'aller trouver ses compatriotes et de voir ce qu'ils penseraient de la proposition, lui affirmant que s'ils n'y adhéraient immédiatement, ils seraient tous détruits. Ces pauvres gens, profondément abattus et réduits au nombre d'environ 37, accueillirent tout d'abord cette offre et prièrent qu'on leur donnât quelque nourriture. Là-dessus, 12 Espagnols et 2 Anglais, bien armés, avec 3 esclaves indiens et le vieux vendredi, se transportèrent au lieu où ils étaient. Les 3 esclaves indiens charriaient une grande quantité de pain, du riz cuit en gâteau et séché au soleil, et 3 chèvres vivantes. On enjoignit à ces infortunés de se rendre sur le versant d'une colline, où ils s'assirent pour manger avec beaucoup de reconnaissance. Ils furent plus fidèles à leurs paroles qu'on ne l'aurait pensé, car, excepté quand ils venaient demander des vivres et des instructions, jamais ils ne passèrent leurs limites. C'est là qu'ils vivaient encore lors de mon arrivée dans l'île, et que j'allais les visiter. Les colons leur avaient appris à semer le blé, à faire le pain, à élever des chèvres et à les traire. Rien ne leur manquait que des femmes pour devenir bientôt une nation. Ils étaient confinés sur une langue de terre. Derrière eux s'élevaient des rochers, et devant eux une vaste plaine se prolongeait vers la mer, à la pointe sud-est de l'île. Leur terrain était bon et fertile, et ils en avaient suffisamment, car il s'étendait d'un côté sur une largeur d'1,5 mille, et de l'autre sur une longueur de 3 ou 4 miles. Nos hommes leur enseignèrent aussi à faire des bêches en bois, comme j'en avais fait pour mon usage, et leur donnèrent 12 hachettes et 3 ou 4 couteaux. Et là, ils vécurent comme les plus soumises et les plus innocentes créatures que jamais on eût su voir. La colonie jouit après cela d'une parfaite tranquillité quant aux sauvages, jusqu'à la nouvelle visite que je lui fis, environ 2 ans après. Ce n'est pas que de temps à autre quelques canots de sauvages n'abordassent à l'île pour la célébration barbare de leur triomphe, mais comme ils appartenaient à diverses nations, et que, peut-être, ils n'avaient point entendu parler de ceux qui étaient venus précédemment dans l'île, ou que peut-être ils ignoraient la cause de leur venue, ils ne firent, à l'égard de leurs compatriotes, aucune recherche, et, en eussent-ils fait, il leur eût été fort difficile de les découvrir. Voici que j'ai donné, ce me semble, la relation complète de ce qui était arrivé à nos colons jusqu'à mon retour, au moins de ce qui était digne de remarque. Ils avaient merveilleusement civilisé les Indiens ou sauvages, et allaient souvent les visiter, mais ils leur défendaient, sous peine de mort, de venir parmi eux, afin que leur établissement ne fût pas livré de rechef. Une chose vraiment notable, c'est que les sauvages, à qui ils avaient appris à faire des paniers et de la vannerie, surpassèrent bientôt leurs maîtres. Ils tressèrent une multitude de choses les plus ingénieuses, surtout des corbeilles de toute espèce, des cribles, des cages à oiseaux, des buffets, ainsi que des chaises pour s'asseoir, des escabelles, des lits, des couchettes et beaucoup d'autres choses encore, car ils déployaient dans ce genre d'ouvrage une adresse remarquable quand